dans notre vidéo hebdomadaire des nouveautés dans nos boutiques de tricot chez Lélène Biscotte. Cette semaine, j'ai plein de belles nouveautés et à la fin de cette vidéo, on vous présente une entrevue spéciale. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette belle entrevue. Donc, je commence tout de suite avec notre nouveau modèle cette semaine qui est le Spillway Pullover de Lana Joyce. Lana avec qui on a collaboré à plusieurs reprises parce que j'adore tous les modèles qu'elle nous présente. Je pense que je suis jamais capable de dire non à toutes ses soumissions. Ce modèle-là ici, il s'appelle le Spillway Pullover et il a été tricoté en Merino Worsted de ma collection de laine teinte à la main dans la couleur Marie-Antoinette. Son but en créant cette vidéo, c'était de prendre un modèle classique qui est le pull à torsade et d'en faire dans le fond, une nouvelle version, de le revisiter pour nous présenter ce modèle qui est une construction asymétrique. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant de ce modèle, c'est qu'on a des torsades qui se continuent jusqu'aux 3/4 du pull et on a une manche avec des torsades et une manche en jersey ici. Donc, ça donne un résultat vraiment qui sort de l'ordinaire. Elle a pensé aussi à séparer la torsade en deux dans le bas pour faire une petite ouverture qui est vraiment super féminine, vraiment, vraiment belle. Je pense que Lana a vraiment fait honneur à ma laine teinte à la main avec ce modèle-là ici. Donc, pour le tricoter, ça vous prend de 6 à 10 écheveaux. Je vous ai sorti évidemment la couleur principale qui est la couleur Marie-Antoinette. Je vous montre également la couleur Oatmeal et la couleur Véronèse que je pense qui serait vraiment de super belles couleurs pour tricoter ce modèle. Évidemment, rendu là, c'est une question de goût parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, je vous invite à découvrir la collection de laine Merino Worsted en ligne. Je vais vous mettre, comme à l'habitude, le lien dans le bas de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver le patron de Lana Joyce et la laine pour le tricoter. Ensuite, comme on est dans la saison des tucs cette semaine, on a pensé à faire un petit spécial tuc. Donc, évidemment, des patrons, moi j'en écris depuis 2007, donc j'ai plusieurs patrons qui s'accumulent sur notre site web. Certains des fois que je revisite, que je retravaille parce que ça fait longtemps, puis on remanie le style pour le mettre au goût du jour. Donc, on a une belle collection de plusieurs patrons en ligne que je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez retrouver les patrons de tuc seulement. Donc, tous nos patrons de tuc sont là, la très grande majorité sont tous gratuits. Et je vous ai mis des catégories pour que vous puissiez les filtrer. Donc, je vous ai mis une catégorie dans le filtre que vous retrouvez à gauche dans le menu quand vous naviguez à partir d'un ordinateur de bureau. Donc, vous pouvez filtrer les modèles, évidemment, par nom de laine, si vous voulez, mais vous pouvez les filtrer par caractéristiques. Donc, je vous ai mis des caractéristiques comme facile pour débutants, des modèles en jacquard. Là, quand on parle de jacquard, c'est les modèles comme le Silk Garden que je vous ai présenté récemment avec un motif de couleur. Vous avez des modèles triés par mosaïque. Par brioche et par torsade. Par torsade, comme le modèle Courage qu'on a de Patrick Knits aussi, qui nous a écrit plusieurs beaux modèles de tuc dans les dernières années. Donc, vous allez les retrouver en ligne. Quand on parle de mosaïque, puis je vais en profiter pour vous présenter le modèle que je porte parce que je sais qu'à chaque semaine, il y a plusieurs gens qui nous communiquent pour savoir quel est le modèle que je porte quand c'est un modèle qui est tricoté. Donc, celui-là ici, c'est le modèle qui s'appelle Annie Camus de Saskia Minbo qui est tricoté avec la douce MCN. Donc, je vais vous mettre le lien dans le bas de cette vidéo, mais j'en profite pour vous parler de la mosaïque. Donc, la mosaïque, contrairement au jacquard, le jacquard, c'est qu'on va, sur un même rang, utiliser deux couleurs de laine qu'on va alterner pour créer un motif comme ça ici. Donc, on va tricoter, par exemple, 5 mailles bleues, une maille blanche, 5 mailles bleues. Bon, vous comprenez, vous voyez l'idée. Avec la mosaïque, la différence, c'est que la mosaïque, on va glisser, sur le rang, on va tricoter avec une seule couleur, mais à certains endroits, on va glisser les mailles pour créer un motif. Donc, comme dans ma manche ici, le rang était tricoté avec la laine rouge, mais quand on arrivait à certaines mailles en gris, on les glissait, on ne les tricotait pas, ce qui fait que la maille va rester grise pendant quelques rangs, puis c'est ce qui va créer le motif ici. Donc, c'est ça la différence entre la mosaïque et le jacquard. Donc, pour nos modèles de tuc, on vous les a répertoriés. Vous allez pouvoir vous amuser à les regarder, à les trier parce qu'il y en a plusieurs. J'en ai profité également, il y a 2 livres numériques que j'avais publiés il y a quelques années qui étaient tricotés avec la laine Gobelin qui malheureusement n'est plus disponible. C'est une laine qu'on avait dans nos tout débuts il y a à peu près une décennie, donc ça commence à dater.
Ces modèles-là, ces 2 livres numériques étaient vendus en ligne et maintenant, je vous les offre gratuitement. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez les télécharger gratuitement. Il y a un modèle qui s'appelle le livre Rigolo qui contient 8 patrons pour enfants, tout tricoté avec nos laines teintes à la main. Donc, vous pouvez substituer avec la Merino Worsted. Donc, tous les modèles qui étaient tricotés en gobelin peuvent se tricoter avec la Merino Worsted. Donc, le livre numérique, Rigolo est maintenant disponible avec 8 patrons pour enfants, de tuques pour enfants. Et vous avez accessoires de gobelin qui était une version pour adultes, où est-ce que vous aviez des modèles de tuques, mitaines et chaussettes. Les chaussettes étaient pour enfants aussi. Donc, celui-là aussi devient gratuit. Vous pouvez tricoter avec la Merino Worsted, sauf quelques exceptions que je vous ai indiquées dans la description du modèle en ligne. Donc, vous avez maintenant plus d'une douzaine de nouveaux patrons gratuits de tuques et quelques accessoires à aller télécharger. Je vous mets le lien dans le bas de cette vidéo. Vous allez en avoir en masse pour vous amuser pour la saison des tuques et des accessoires tricot. Ensuite de ça, je voudrais faire une petite parenthèse sur les questions qui nous ont été posées sur le dernier vidéo. Donc, on a Claude qui nous a demandé, qui nous a dit qu'il aimerait retrouver plus de modèles pour hommes dans notre collection. Merci Claude de nous l'avoir suggéré. Puis c'est drôle que votre suggestion arrive en ce moment parce que Patrick Knits est en train de travailler sur un modèle de cardigan pour hommes. Et moi, je suis en train de faire un modèle de yoke qui va être en fait unisexe, mais que je vais vous présenter plus dans un style masculin. Donc ça s'en vient. Évidemment, des designers hommes ou qui écrivent des modèles pour hommes, il y en a moins que des designers qui écrivent des modèles pour femmes. Il y en a qu'on a contactés puis malheureusement qui n'étaient pas disponibles. Mais si vous en connaissez, qui vous pensez qu'ils pourraient faire quelque chose de beau avec nos laines, ben je vous invite à les contacter ou nous les référer. On aimerait vraiment pouvoir travailler avec d'autres designers qui pourraient nous faire des beaux modèles masculins. On nous a demandé aussi qu'est-ce que c'est que les sacs de Josie. Donc, on n'en parle pas souvent de sacs de Josie parce que premièrement, ils sont tellement populaires qu'on ne veut pas créer de déception. Mais c'est quand on teint notre laine autorayante, on a ce qu'on appelle des fins de l'eau. Donc, c'est des balles qui ne font pas 100 grammes, qui sont très belles, qui sont parfaites, mais des fois, ils vont être 50 grammes, 38 grammes. Des fois, ils ont presque 100 grammes, mais pas assez pour qu'on les vende comme une balle régulière. Donc, on les ramasse, puis quand on en a beaucoup, on fait ce qu'on appelle des sacs de Josie. Donc, c'est des sacs de 200 grammes de laine, la majorité du temps, autorayante. Donc, des couleurs aléatoires, c'est comme des sacs surprises. Quand on en a, la première fois qu'on les a mis en ligne, je pense qu'on en avait mis plus de 200, sont partis en quelques heures, c'était vraiment fou. C'est ça, c'est les sacs de Josie. Donc, il n'y en a pas souvent. Puis quand il y en a, il faut se dépêcher parce que même si on en met une très grande quantité, ils partent toujours très rapidement, malheureusement. Donc, c'était pour répondre aux questions. Vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce que c'était que les sacs de Josie. Avant de passer à notre entrevue spéciale, j'aimerais faire une petite parenthèse pour l'ouverture des calendriers de l'Avent qui ont commencé parce qu'on est décembre est entamé. Donc, on a invité les gens qui ont reçu le calendrier à partager des photos de l'ouverture quand ils vont ouvrir leur porte de la journée, de la date du jour, de partager des photos de leur surprise et d'accompagner ces photos du hashtag Lélène Biscotte ou Biscotte Yarns en anglais. Ça nous permet de pouvoir vous retrouver quand vous partagez soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc, on a des petits lutins de Noël quand vous allez partager ces photos qui vont vous envoyer des codes promotionnels. Donc, ça peut être des rabais surprises, ça peut être des patrons gratuits. Donc, on vous invite à le faire. Puis nous, on va, avec votre permission, repartager ces photos sur nos stories pour que les gens qui n'ont pas le calendrier puissent voir qu'est-ce que c'est que la surprise du jour. Évidemment, on le fait le lendemain pour ne pas gâcher la surprise des gens qui ont le calendrier et qui ne l'ont pas encore ouvert la journée même. Donc, c'est partagé le lendemain. Donc, voilà, ma vidéo s'achève. Je vous laisse avec l'entrevue spéciale cette semaine. Puis avant de vous quitter, je vous souhaite bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous laisser un petit thumbs up dans la vidéo puis de nous suivre sur Instagram et Facebook. Bonne semaine tout le monde! Bonjour, je me trouve présentement chez Dave et Cathy qui se spécialisent dans la réparation et la confection de tricoteuses à bas, de tricoteuses à chaussettes. Donc, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui.
En fait, nous, on s'est connus, on avait déjà eu des échanges avant parce que tu as déjà vendu de nos laines dans ta boutique ici. Mais on est rentré en contact avec vous dernièrement parce qu'on avait une machine à bas qu'on utilise, nous, pour tricoter les échantillons de nos laines à rayures, de notre laine autorayante, qui avait besoin d'être réparée. Donc, on vous l'a fait livrer, puis quand elle était prête, on s'est dit qu'on viendrait vous rendre visite en même temps, voir votre bel atelier, parce que franchement, c'est le fun à visiter, c'est le fun à voir. Vous allez voir, entre autres, une partie de l'atelier de l'autre côté où est-ce que les pièces sont machinées. Donc, j'aimerais ça vous demander comment ça a démarré votre passion pour les machines à tricoter comme ça. Moi, j'ai toujours une passion pour les machines. Mais c'est parti il y a 15 ans à peu près, quand j'ai vu ma première machine. Excuse. Ma première machine à une exposition de machines d'antan. Oui. Nous, on collectionnait des tracteurs et des engins avant ça. Mais quand j'ai vu cette machine-là, j'ai tombé en amour. Et j'étais vraiment impressionné par la simplicité, mais aussi en même temps la complexité des machines. Alors, j'ai commencé à collectionner et j'ai acheté ma première machine sur eBay et ça partit un peu comme ça. Un deuxième, un troisième. Mais souvent, ces machines-là ont été brisées ou bien non, il manquait des pièces. Moi, j'avais la possibilité chez nous d'en fabriquer des pièces. Alors, c'est ça que j'ai fait. Puis, avec le temps, madame de Montréal qui nous a contactés parce qu'elle voulait former un club de gens qui tricotaient avec ces machines-là, mais elle ne savait pas qu'on était déjà là-dedans. Fait que quand on l'a contactée, cette madame-là, elle était très, très contente. Puis, avec le temps, dans ce club-là, c'est parti de bouche à oreille que nous fabriquons des pièces. Et ça a grandi comme ça. Un moment donné, la même madame m'a demandé pourquoi je ne construisais pas une machine au complet. Alors j'ai pris le challenge, puis 3 ans après, j'ai sorti la première machine. Je l'ai basé ma machine sur la Legari 400, qui est une machine la plus recherchée à travers l'Amérique du Nord. Et ce que j'ai voulu faire en même temps, c'est de s'assurer que ma machine soit, toutes les pièces de ma machine soient 100% compatibles avec la Legari. Okay. Et c'était un peu difficile au début parce que il y a 120 ans, les spécifications puis les procédures de machinage n'étaient pas comme aujourd'hui. Les tolérances étaient beaucoup plus larges. Oui, c'était pas aussi précis, il n'y avait pas les instruments qu'on a aujourd'hui pour faire des choses très précises. Il n'y avait pas des machines CNC. Oui. Alors, le challenge, c'était vraiment de trouver une spécification pour telle pièce qui ferait pour toutes les machines. Alors, j'ai mesuré plusieurs machines. J'ai comme pris une moyenne des tolérances pour tout ce que je mesurais et j'ai sorti ma propre spec. Et jusqu'à ce moment-ci, tout a l'air aller bien. Ce que je fabrique pour ma machine fait toujours sur la Legari. Les Legari 400. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est la Legari qui est plus populaire que les autres ou Mais c'est une machine qui est très robuste. Oui. C'est tout fait en fonte. Alors, si c'est pas échappé à terre sur le ciment, c'est presque pas possible de le briser. Et ça a duré les années, cette machine-là, il y a 110 ans. Puis, une fois repeinturée, c'est comme neuf. Les pièces qu'ils usent à l'intérieur
sont remplaçables maintenant à cause que je les fabrique. Oui. Puis, à date, j'ai pas vu une machine, peu importe l'état, que je peux pas ramener en 100% état. Ben, c'est ce que Cathy me disait, que vous avez des fois trouvé des machines qui étaient vraiment dans un état tout rouillé, vraiment, tu sais, un état, tu sais, de leur âge. Des fois, les gens ne savent pas comment entreposer ça, ou ça a été oublié dans un grenier quelque part. Puis vous avez ramené ça vraiment spick and span, là. C'est vraiment... Il y en a beaucoup qui sont retrouvés malheureusement dans un tas de ferraille parce que les gens pensaient qu'ils étaient non utilisables. Mais sont réparables, c'est une bonne chose que Dave puisse faire des pièces justement pour les remettre à vivre, comme on peut dire. Ça peut prendre combien de temps quand, par exemple, vous trouvez une vieille machine comme ça qui est très, très endommagée, là, rouillée, tout ça, ça peut prendre combien de temps la remettre en état? Je dirais que c'est environ 12 à 16 heures de travail. S'il y a des pièces à fabriquer, mais c'est certain que c'est plus long. Là. Oui. Sauf que, c'est... Puis vous avez une belle collection parce que tout à l'heure, Cathy, tu m'as montré un peu les machines que vous avez. Fait que vous en avez qui viennent de France, j'en ai vu une d'Allemagne, j'en ai vu une qui est très rare aussi pour tricoter les petits bas de bébé. Donc le cylindre est plus petit, avec moins de mailles. Oui. C'est vraiment impressionnant comme collection, honnêtement. Premièrement, j'ai jamais vu autant de machines à tricoter réunies au même endroit comme ça, mais des aussi belles puis aussi variées aussi, là. C'est vraiment impressionnant comme collection. Oui, on est bien fiers de nos machines et puis on continue aussi d'en chercher d'autres qu'on n'a pas. Ils servent aussi quand les clients nous communiquent avec nous. S'ils ont une machine de la même marque et puis qu'il manque des pièces, à ce moment-là, c'est facile. Facile. Oui. Dave peut justement... C'est pour ça qu'il y a quelques machines qui sont en morceaux. Oui. Parce que Dave, justement, défait les morceaux, prend les mesures et est capable de produire le dessin et puis de machiner les pièces manquantes pour ces machines-là. Bien, en tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant de voir que vous faites revivre tout ce monde-là des machines à tricoter. Justement, vous pourriez peut-être nous parler de votre mission. Mais la mission de l'entreprise, c'était pas vraiment de partir une entreprise pour gagner une vie. Oui. C'était pour aider le monde. Moi, je sais c'est quoi quand tu as quelque chose qui est vieille, il manque quelque chose, puis tu peux pas le trouver. Moi, j'étais chanceux que j'avais la moyenne de les faire moi-même. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Fait que quand j'ai parti le business, c'était pour faire ça. D'être capable de fournir les pièces au monde qui n'ont pas d'autres moyens et de les faire à un prix raisonnable. Puis aussi de partager notre connaissance. Parce que maintenant, j'ai au-dessus de 10 ans d'expérience intense dans les machines. Alors, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas vu à date. Alors, j'aime partager ça. Et à chaque fois qu'on participe à un crank-in à travers l'Amérique du Nord, c'est pour ça qu'on va. C'est pas pour tricoter avec le monde, c'est pour aider les gens avec leurs machines et donner le conseil. C'est ça notre mission, d'aider, partager votre passion, oui. Parce qu'on ne veut pas que ça se perde. Parce que moi, je ne vivrai pas ben des années encore, elle un peu plus, mais on veut partager ce qu'on a parce qu'on ne veut pas le perdre. Et si on pouvait trouver quelqu'un qui prendrait la relève, c'est tant mieux. On en recherche vigoureusement, mais à date, on n'a pas trouvé la bonne personne. C'est difficile, puis ça serait dommage que ça se perde parce que vous avez acquis beaucoup de connaissances, puis beaucoup de... J'ai vu, vous avez des livres avec tous les specs des machines, puis tout ça, vous avez des choses qui se retrouvent plus du tout, là. Fait que oui, c'est sûr que ça serait le fun. Ces machines sont une partie importante là, du patrimoine. Oui.
canadiens dans le temps de la guerre, la Croix-Rouge. Il y a plusieurs dames là, qui ont tricoté des bas pour les soldats. Donc, tu sais, c'était utile. Ensuite, malheureusement, quand les bas de nylon ont sorti, là, plusieurs entreprises, comme l'entreprise Autonetter Montréal, a dû fermer. Mais depuis quelques années, là, ça recommence avec l'engouement là, de faire des choses à la main, là, tout ce qui est laine, etc. Là, Oui, puis aussi, nous sommes très occupés avec la production maintenant, mais à un moment donné, avec le temps, on ramasse de plus en plus de machines pour notre collection, mais notre but éventuellement, c'est d'ouvrir le premier musée national de tricoteuse circulaire du Canada. Ah, ben je suis pas inquiète, vous êtes bien parti avec votre collection. On aimerait avoir ce musée ici, ouvert au public. Ce serait vraiment fantastique parce que moi, je trouve que c'est vraiment beau à voir. Là. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être dans une caverne d'Ali Baba ici avec toutes les machines à tricoter. Puis c'est le fun. Même un meuble pour utiliser une machine à bas, j'avais jamais vu ça non plus. Fait qu'il y a plein de choses. Il y en a pas beaucoup. Je pense que c'est le deuxième qu'on a vu là, qui existe, là, qui est encore en état. Ouais. Là. Vous avez le livre, tout ça qui venait avec. Oui, c'est vraiment spécial cette machine-là. Comme Cathy disait, il n'y en a pas beaucoup à notre connaissance. C'est fabriqué en Ontario par le Krillman. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute la correspondance de monsieur qui l'a acheté à l'origine. En 1903. En 1903. Le prix qu'il a payé, le meuble et la machine, c'était 65 $ qu'il a payé dans le temps. Les problèmes qu'il avait avec la machine, la correspondance avec la compagnie concernant les problèmes, c'est vraiment quelque chose. Wow, c'est le fun. En tout cas, c'est vraiment une belle collection. Pour les gens qui voudraient, qui ont des machines, là, parce que là, c'est sûr qu'il y en a qui vont nous écouter aujourd'hui, vont dire je pense que ma tante avait une machine, puis ils vont tous ressortir ça de leur grenier. Si ils veulent faire réparer leur machine, comment ça fonctionne? Ben, ils peuvent nous contacter par courriel. Oui. Est-ce que vous allez mettre les Oui, je vais mettre vos coordonnées dans le bas et puis à ce moment-là aussi, on pourra les conseiller, là, voir surtout, il y a ça dépend si la plupart des machines, on peut les récupérer, les restaurer. Sauf que parfois, il y en a que ça prend plus de pièces ou plus d'amour, hein, mais ils n'ont qu'à nous contacter, puis on va les aider. Parfait, les conseiller. Il y a beaucoup de gens qui aiment aussi garder le look original de la machine. Ils ne veulent pas qu'on peinture, ils veulent juste que ça soit nettoyé, remis en ordre. On fait ça aussi. Mais quand quelqu'un veut soit changer de couleur ou bien non, mettre la même couleur, mais vraiment que ça bling, on fait ça aussi. Oui, parce que celle qui est bleue, là, c'est une machine qui a été restaurée puis qui a été repeinte. Puis j'ai vu ça dans votre atelier tantôt. J'ai vu toutes les couleurs en haut, là. J'ai vu des formations professionnelles, là, mais j'ai vu toutes vos pots de couleurs. Fait que, c'est une couleur en poudre qui est cuite au four, donc c'est quasiment indestructible. Ça va avec les machines qui sont d'une durabilité presque. Ça dure plus qu'une vie parce que c'est ça, il y a des machines qui datent d'avant notre naissance. Ben, parfait. Merci encore de nous avoir donné du temps aujourd'hui pour nous présenter votre collection. Je vais mettre vos coordonnées dans le bas de notre vidéo. Comme ça, s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent vous contacter, ben, ils pourront le faire via courriel. OK. Ben, merci à vous deux. Merci. Merci.